La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour l'Afrique et puis bienvenue dans notre émission Grand Angle. Grand Angle, cette année, du moins en cette période, c'est le Grand Angle qui va démarrer l'année. Et puis voilà, nous souhaitons que cette année sera une année de paix, d'amour et de stabilité, de prospérité pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Alors, avec moi dans cette émission, toujours Monsieur Zine Charfaoui. Bonjour. Qui m'apporte énormément dans cette émission. Je le remercie d'être toujours présent avec moi. Et puis il y a un qui est un oiseau volant. La dernière fois, il était au Mexique, à Oran. Et puis voilà, là maintenant, il est au Canada. Et tant pis pour lui, s'il est en plein froid au Canada, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Avec nous, à partir de Montréal, le docteur Ahmed Ben Saada, et je me réjouis de le réveiller à chaque fois de bon matin. Bonjour. bonjour, Monsieur Mediouni. Bonjour, Monsieur Charfaoui. Bonjour. Et bien sûr, bonjour l'Afrique. Merci. Alors, aujourd'hui, si vous permettez, mes deux compères, il y a un sujet qui me tient à cœur en ce début d'année, c'est de parler de cette Libye. Cette Libye qui en souffre depuis 2011 d'une instabilité chronique et de problèmes politiques assez complexes qui lui permettent pas justement de trouver le chemin de la paix, le chemin pour construire un État stable avec des institutions stables. Cette Libye que l'OTAN a déchiquetée en assassinant son président. En l'occurrence, je parlerai de feu Muammar Kadhafi. La main de la France est derrière. Mais les financements, et ça s'est avéré par la suite avec l'ensemble des observateurs de cette scène libyenne, que finalement les Émirats arabes unis ont joué un grand rôle dans la déstabilisation de ce pays. Et ils continuent à le faire avec la manipulation des mouvements des groupes terroristes qu'ils ont même ramené du théâtre des opérations de Syrie. Donc je voudrais avec vous comprendre c'est quoi ce micro-État et c'est quoi son intérêt à déstabiliser la région sahélo-saharienne, comme il s'est avéré aussi que dernièrement des informations circulent concernant l'achat de terrain au Soudan. Et ils sont derrière la guerre au Soudan. Et justement, pour assurer leur sécurité alimentaire, ils grignotent les terres africaines. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Alors, je donnerai la parole, si tu permets, Zine, à notre ami Ahmed Ben Saada, parce qu'il risque de s'endormir à n'importe quel moment. Donc, docteur Ahmed Ben Saada, c'est à vous. Oui, alors bonjour. En fait, la situation en Libye semble, disons, inextricable depuis, disons, le début de ce printemps arabe qui n'est pas un printemps, en fait, qui est un printemps sanglant. C'est une saison atroce pour pas mal de pays de la région MENA, de Middle East and North Africa, et puis on ne sent pas que la Libye sort de son tunnel actuellement. Disons 12 ans après la mort de Kadhafi sous les bombes de ce qu'on a appelé la coalition internationale, dans laquelle, je le rappelle, les Émirats ont participé, parce que les Émirats étaient présents en 2011 avec leurs avions, avec leurs hommes, pour la déstabilisation totale de la Libye. Et ensuite, les Émirats n'ont cessé de créer des problèmes au niveau de la sécurité, de la stabilité de ce pays, en aidant directement, ouvertement, un des camps, c'est-à-dire celui du maréchal Haftar, qui est le seigneur de guerre à l'est de la Libye. Alors, le rôle des Émirats est non seulement, disons, déstabilisateur primaire au niveau du printemps arabe, mais aussi, pendant ces années, tout le monde, tous les observateurs le reconnaissent, les Émirats jouent à ce qu'il
il n'y ait pas de stabilité dans ce pays de différentes manières, donc en aidant, en achetant du matériel militaire. Certaines sources disent même qu'il finance les forces de Wagner qui sont présentes en Libye. D'autres sources nous disent qu'il collabore avec Israël dans un axe qui passe par les Émirats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et Israël. Nous savons que le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, a visité Israël en provenance donc des Émirats dans un avion émirati. Nous savons aussi qu'entre 2017 et 2019, le maréchal Haftar, le maréchal autoproclamé Haftar, a eu des discussions de haut niveau avec le Mossad. Et même, en fait, ce qu'on retient, c'est que de la part en fait des médias israéliens eux-mêmes, c'est que le fils de Haftar est venu en Israël pour demander de l'aide militaire, donc d'avoir de l'armement pour ensuite reconnaître l'État d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Et tout cela s'est fait avec la bénédiction et la médiation des Émirats Arabes Unis. Donc, les Émirats ont un rôle très important dans la déstabilisation de ce pays. Et on pourra en parler depuis, en fait, il y a eu une tentative d'élection qui ont été avortées en décembre 2021. On pourra parler peut-être pour la suite de ces élections, mais en plus, depuis l'avortement de ces élections, un think tank libyen a fait une étude sur le rôle des Émirats et on pense qu'actuellement, les Émirats sont en train de financer les deux belligérants, c'est-à-dire le côté Est avec El Debaiba et du côté Ouest avec Haftar. On pourra en reparler par la suite si le temps nous le permet. Oui, moi je rappellerai juste à nos chers amis auditeurs et auditrices, que finalement dans d'abord il y a eu le hold-up sur la résolution des Nations Unies concernant la Libye. On parlait d'une zone d'exclusion aérienne, mais pas de bombardement sur les populations ou la destruction des bases libyennes. Et n'empêche que pour l'histoire, et moi je l'ai compris par la suite, en étant présent à Dubai Air Show en 2011, que finalement toute l'aviation émirati, c'est des mercenaires. Et d'ailleurs, on dit que les Émirats ont fait plus, ça c'est des statistiques, ont fait plus de sorties de combat que tous les autres alliés de la coalition. Je parle des avions de l'OTAN. Donc ça, c'est juste pour l'histoire. Alors, à vous, Monsieur Zine Sharfaoui. Moi, avec vous, ce que je voudrais comprendre, oui, ce qu'il a dit, Dr Ahmed Ben Saada, je crois que vous avez quelque chose à rectifier. Oui. Et puis, ce qu'il a dit, Dr Ahmed Ben Saada, c'est pourquoi, justement, cet acharnement des Émiratis à vouloir déstabiliser les régions qui ne les concernent pas, finalement. Oui. Voilà. Oui, alors, avant de répondre à votre question, juste quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire le docteur Ben Saada. Il est difficile de rajouter quelque chose tant ce qui vient d'être dit est extrêmement complet et précis, et je l'en remercie pour cela. Juste rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM que la situation politique en Libye, elle reste inchangée depuis pratiquement 2011. Donc vous avez un pays qui, depuis 2011, qui est dans l'œil du cyclone. Et donc c'est un pays qui est toujours divisé en deux. Donc avec deux gouvernements rivaux qui se disputent le pouvoir. Alors chaque gouvernement compte sur le soutien de ses alliés internationaux pour revendiquer son autorité. Alors d'une part, à l'ouest, vous avez le gouvernement d'union nationale qui est dirigé par Abdelhamid Dbeiba et qui est soutenu entre autres par la Turquie, qui est reconnu, donc c'est un grand avantage pour lui par la communauté internationale et par l'ONU. Il a pour mandat d'organiser des élections présidentielles et législatives, des élections qui se font toujours attendre. Donc ces élections devaient être organisées en 2014, puis on les a reportées à 2018, puis on les a reportées à 2019. On a beaucoup espéré qu'elles se tiennent en 2021, ça ne s'est pas fait. On a attendu pour qu'elles se fassent en 2022 non plus. Et bon, maintenant, il était question qu'elles soient organisées en 2023. C'est raté aussi pour 2023.
Donc on n'a pas d'élection et on peut revenir sur les raisons qui font qu'aujourd'hui la Libye ne peut pas organiser des élections pour revenir à l'ordre constitutionnel et institutionnel. En revanche, vous avez donc à l'Est le gouvernement qui s'appelle de stabilité nationale, qui est dirigé par Oussama Hamad, qui est soutenu par un parlement basé à Benghazi, qui s'appuie sur l'autoproclamée armée nationale libyenne du maréchal Haftar, qui bénéficie aussi du soutien de la Russie, de l'Égypte et des Émirats arabes unis. Alors, quand les troupes de Haftar ont tenté de prendre en 2019 Tripoli par la force, elles ont été renforcées par le groupe paramilitaire Wagner. Mais aussi, l'offensive a échoué grâce à une intervention militaire turque. Bon, l'importance militaire de la Russie en Libye, ces derniers temps, et justement, on va revenir justement par rapport à ça, elle ne cesse de croître avec une délégation russe qui a récemment accueilli, que Haftar a récemment accueilli à Benghazi pour discuter de la coopération militaire. Alors, Haftar lui aussi s'est rendu à Moscou pour discuter avec le président Poutine, où un accord de défense aurait été discuté selon des sources citées par Bloomberg. Cette perspective, aujourd'hui, elle inquiète les États-Unis qui craignent une présence militaire accrue de la Russie en Méditerranée. Et actuellement, on a l'impression que la Russie est en train de remplacer les Émirats arabes unis qui commencent paradoxalement à se désengager progressivement de l'Est de la Libye. Alors pourquoi les Émirats essayent de retirer ces pions de l'Est de la Libye? Pour une raison simple, c'est qu'actuellement les Américains font une très grosse pression sur Abu Dhabi. Donc c'est la raison pour laquelle les Émiriens sont en train de réduire un peu leur soutien à Haftar, qu'ils considèrent qu'il n'est pas très fiable, puisque avec tous les milliards de dollars qui ont été injectés dans l'Est de la Libye, Haftar a été incapable de prendre Tripoli par la force. Donc ils se disent que ce monsieur n'est pas très fiable. Qu'ils visent sur le mauvais cheval, quoi. Qu'ils sont en train de miser sur le mauvais cheval. Et donc c'est la raison pour laquelle Haftar, sentant les Émiratis prendre du recul vis-à-vis de lui, donc Haftar a essayé le docteur Ben Saada l'a très très bien expliqué, donc il change de fusil d'épaule et il prend attache avec les Israéliens pour essayer de trouver une alternative aux Émiratis. Bon, bien évidemment, comme je viens de le dire aussi, tout en se rapprochant de la Russie. Donc aujourd'hui, en réalité, en Libye, il est fort possible que nous assistions en Libye à un bras de fer entre, d'un côté, les États-Unis, qui sont très proches du gouvernement de Tripoli, qui est dirigé par Abdelhamid Dbeibah, et en face, un bras de fer qui va aussi opposer donc Américains, Russes et probablement Israéliens dans un théâtre de crise assez original. Alors, moi, je voudrais faire juste une petite remarque. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce maréchal autoproclamé, en l'occurrence ce personnage, M. Haftar. Il a été arrêté au Tchad dans une opération militaire libyenne et Muammar Kadhafi ne lui a pas pardonné justement cet échec et son arrestation par les forces tchadiennes. Il a été exfiltré vers les États-Unis, oui, et il résidait à côté de l'Anglais, à côté de la CIA. Oui. Et on parlait de lui comme étant un agent de la CIA qui a été réinjecté en Libye après justement cette opération contre Kadhafi. Alors, c'est paradoxal ou c'est contre nature, ce Haftar avec les Russes qui est un agent de la CIA, d'accord? Est-ce que aussi, par exemple, la normalisation de Dubaï, du moins des Émirats, avec l'État sioniste, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on se rappelle de cette fameuse rencontre d'El Mengouche avec le gouvernement israélien, c'est un jeu quand même assez trouble, n'est-ce pas, Dr Ahmed Ben Saada? Ah oui, effectivement. Alors, on ne s'étonne pas. Certaines pratiques de la politique américaine sont très connues, c'est-à-dire que les Américains vont toujours essayer de financer les deux bords parce qu'ils ils peuvent pas courir le risque de perdre leur cheval de bataille. C'est vrai que l'histoire que vous avez racontée au sujet du maréchal Haftar, je l'ai très bien détaillée dans mon livre arabesque, le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes. Et effectivement, Monsieur Haftar était le chef en fait de l'armée qui a combattu
pour une histoire de terre à la frontière tchadienne, qui est la bande de Daouzou, qui est une bande extrêmement riche et qui a été battue justement parce que les Tchadiens n'ont pas travaillé tout seuls. Il y avait les Américains avec eux, il y avait les Français, et même on dit que les Israéliens ont participé à cela. Donc, ce monsieur-là qui a vécu 20 années, qui a été mis au placard pendant 20 années et qui a bénéficié d'une grosse maison, il avait un train de vie royal à l'anglais, à côté donc de la CIA, et a été réinjecté dès mars 2011 dans la région pour justement soutenir les intérêts américains, parce que je rappelle, Marshal Haftar a la citoyenneté américaine, il a les papiers américains. Donc, moi j'aimerais revenir un peu à cette histoire donc de force en présence, pour revenir aux Émirats. Les Émirats, non seulement aident Haftar de manière directe, donc, et puis aussi en faisant la liaison avec Israël, avec l'armement, etc., en payant les forces de Wagner, mais il est connu que les Émirats travaillent au Soudan avec Hamidati, donc le chef des forces rapides, qui sont en conflit actuellement avec l'armée régulière du général Burhan. Et puis, ces Émiratis ont recruté donc des soldats de ces forces rapides pour les ramener dans le sud de la Libye. Et non seulement ils les ont ramenés, ils les ont recrutés, ils les ont formés aux Émirats et ils les ont injectés dans le sud de la Libye, et ils ont fait la même chose avec les mercenaires du sud, donc de la frontière sud de la Libye. Ils ont fait la même chose avec le Tchad et le Niger. Et rappelons que le Soudan et le Niger ont actuellement de graves problèmes politiques. Donc cette émission des Émirats n'est pas uniquement concentrée sur la Libye, mais elle est concentrée dans toute la région, parce que les Émirats ont un œil sur toute la région et ils veulent pénétrer cette région avec leur influence, surtout avec leur argent. Tout à l'heure, j'avais parlé après les élections de 2021. Il y a un rapport très intéressant qui a été fait par un think tank libyen qui dit que, en fait, les Émirats ont essayé d'approcher le gouvernement de l'Est, dont a parlé mon ami Chefaoui, et ils ont essayé d'avoir des relations avec eux, mais ce qui les intéresse, d'après les spécialistes, d'après ce think tank qui connaît bien les choses, ce qui les intéresse, c'est le pétrole. C'est le pétrole libyen. Donc, ils ont approché, et même, ils ont eu une histoire très intéressante, c'est qu'ils ont mis à la tête de la National Oil Company, la NOC de Libye, ils ont mis un Libyen qui a vécu aux Émirats depuis 2011, ils l'ont imposé avec le consentement donc, du Premier ministre de Dbeibeh, et dès la signature de l'imposition de ce monsieur à la tête de la NOC, il y a eu un contrat qui a été signé 10 jours après, qui a été signé donnant, pour des prospections de pétrole, donnant 60% aux Émirats et 40% à la Libye, et ces gens-là, les gens qui ont fait l'étude, dénoncent cela parce que, en général, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais comme les Émirats ont un levier financier, militaire, etc., ils ont réussi à imposer non seulement leur candidat, mais aussi leur quota. Leur quota, exactement, leur quota de... Ok. Autre chose, vous savez que nos deux derniers ministres des Affaires étrangères
que ce soit M. Ramtan Lamamra et Sabri Boukadoum, ont été approchés par le secrétaire général de l'ONU pour les placer à la tête d'une mission spéciale qu'on appelle le MANUL, la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Et ces deux personnes-là, donc deux redoutables diplomates, ont été refusées par le veto américain, mais tous les gens disent que c'est les Émirats qui ont demandé aux États-Unis de ne pas nommer ces deux personnes-là. D'ailleurs, même pour la simple raison, laissez-moi terminer, qu'ils ne sont pas assez proches du maréchal Haftar. Oui, d'ailleurs, je rappelle aussi que c'est justement les Émiratis qui ont voté contre l'Algérie pour sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Non, mais moi, d'ailleurs, nos amis auditeurs, ils doivent se poser aussi la même question. C'est quoi ce micro-État que je considère comme une dune de sable avec 4 personnes, cette même mise sur il y a à l'origine de l'ensemble des conflits, parce que même la guerre d'Ukraine, il y a la main émirati, hein, qu'on ne l'oublie pas, ce qui s'est passé au Yémen, d'accord. Donc tout ça, c'est quoi justement? Qu'est-ce qu'il cherche ce micro-État? Est-ce qu'il cherche à se gonfler pour devenir un grand État? C'est un peu ça. Les spécialistes appellent les Émirats arabes unis la Sparte du Moyen-Orient. Donc Sparte, c'est un petit État qui veut étendre son influence au-delà de la péninsule arabique. Donc il y a à mon avis déjà un triple intérêt. Un triple intérêt, c'est dans le cas de la Libye, on le voit bien, donc il y a un intérêt énergétique. Vous savez tous que la Libye possède le plus grand gisement de pétrole en Afrique, donc avec ceux il vient devant le Nigeria, devant l'Algérie en matière de pétrole. Donc il y a un intérêt pour l'énergie. Il y a aussi un intérêt militaire, donc multiplier les bases à la fois au Proche-Orient mais aussi en Afrique, où il y a d'énormes ressources. Et puis n'oubliez pas que la Libye, les Émirats sont en rivalité avec les frères musulmans. Donc à l'ouest, les Émiratis considèrent que les gens de l'ouest sont proches des frères musulmans et donc ils sont proches du Qatar. Et de la Turquie. Et de la Turquie. Donc d'ailleurs la Turquie a aidé Tripoli à résister aux assauts du maréchal Haftar. Donc il y a donc au niveau de la Libye cette volonté des Émirats de ne pas laisser les frères musulmans prendre le pouvoir de peur d'y être évincé. Donc vous avez si vous voulez ces 3 intérêts-là qui jouent aussi au Yémen. Au Yémen, vous savez tous que les Émirats arabes unis sont impliqués militairement, notamment dans le sud. Et aujourd'hui, l'agenda caché des Émirats arabes unis dans ce pays est de casser le Yémen en deux et de revenir à l'époque où il y avait un Yémen du Nord et un Yémen du Sud. Ouais. Voilà, donc vous avez des agendas, donc il y a une volonté, une logique hégémonique derrière la politique des Émirats. Tout à l'heure nous parlions de Haftar. Effectivement, Haftar est un personnage extrêmement controversé. Il est agent double, ce bonhomme. Il lui est arrivé d'être agent triple. Hein. Donc Haftar était un très proche de Kadhafi. C'est à lui que Kadhafi avait donné l'armée libyenne pour envahir ou pour conquérir ou reconquérir, c'est selon l'endroit où l'on se trouve, donc pour conquérir la bande d'Aouzou. Donc il y a eu une guerre à la bande d'Aouzou. La bande d'Aouzou, c'est le nord du Tchad et le sud de la Libye. Donc c'est une guerre qui a duré de 78 à 87. Malheureusement, comme pour lui c'est un mauvais militaire, donc il a été fait prisonnier par l'armée tchadienne. Il faut se souvenir qu'à l'époque la Libye combattait le Tchad et la France, qui avait déclenché l'opération Manta. Donc il a été en réalité fait prisonnier par les Français. Donc il a été retourné par les Français. Les Français l'ont par la suite donné à la CIA, qui l'ont ensuite retourné. Et aujourd'hui, il joue une partition qui ne plaît pas à la CIA, donc il a décidé de travailler avec les Russes qui, eux aussi, ont un intérêt très important en Libye. Vous savez tous que la Libye possède des ports en eau profonde et c'est très utile pour les sous-marins russes d'avoir des emplacements comme ça. Oui, alors, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Moi, il y a quelque chose qu'avait dit Dr Ahmed Ben Saada, qu'on remarque, vous l'avez même vous-même souligné, que on voit un désengagement des Émirats
de la Libye, un début de désengagement. On a vu que la COP28, par exemple, on parle de délaisser l'énergie fossile, en l'occurrence le pétrole, sachant que la Libye est un pays pétrolier. Est-ce que ça rentre aussi dans ces calculs émiratis dans ce contexte-là, Dr Ahmed Ben Saada? Alors, à la dernière COP qui s'est passée donc dans ce pays du Golfe a été très critiquée parce que justement les environnementalistes ont dit comment ça se fait que on organise une COP dans un pays qui est un très grand producteur d'énergie fossile. Mais en fait, ce qu'il faut dire et ce qui a été repris en fait dans une interview très intéressante de Monsieur Abdoulaye Batili, qui est actuellement le chef de la Manul en Libye, il dit que malgré le chaos, la Libye produit actuellement 1,2 million de barils de pétrole par jour, ce qui n'est vraiment pas négligeable et pour 6 millions d'habitants. Donc c'est une manne qui doit faire saliver pas mal de pays dans le monde, et en particulier les Émirats qui veulent justement profiter de cela, parce que s'il y a la paix et la stabilité dans la région, les Émirats ne vont pas avoir droit à une part aussi grande, parce que tous les pays vous vous rappelez, en 2011, les responsables du CNT avaient dit tous les pays qui nous ont aidés vont pouvoir bénéficier de nos ressources. Exactement. En priorité. Ouais. Et en priorité, il y avait la France, il y avait les États-Unis. Les Émirats, qu'on le veuille ou non, c'est un petit joueur comparé aux grandes puissances. Donc, la stabilité de la Libye n'intéresse pas les Émirats. Les Émirats vont toujours travailler à déstabiliser, et actuellement, c'est le rôle, en fait, un rôle sur double jeu qui joue avec Haftar, et il joue du côté du Premier ministre de Beïba, donc dans l'est du pays, et cela ne va pas aider à l'organisation des élections. Parce que je rappelle qu'il y avait des élections qui étaient prévues cette année en 2023 et qu'il y a eu énormément de problèmes. Et dans l'interview que j'ai citée, la récente interview, monsieur... On a dépassé le temps, Dr Ahmed Ben Saada. Ok, mais il dit que nous essayons de faire des élections, mais nous n'arrivons pas à les faire à cause de gros problèmes de stabilité dans le pays. Juste une petite remarque vers la fin, c'est ma remarque, vous n'allez pas intervenir, c'est qu'actuellement, quand on voit les conflits qui sont en cours et quand on voit le prix du baril, à quel prix il est, cette chute des prix, ça s'explique par des pays où il y a le chaos, où le pétrole est pratiquement vendu en clandestinement. C'est ce qui fait qu'il y a de grandes quantités par rapport à la demande, ce qui fait maintenir des prix si bas qui n'intéressent pas les pays producteurs qui s'engagent à réduire leur production. Alors, j'espère, mesdames et messieurs, qu'on a apporté une clarification à ce dossier libyen. Nous en discuterons encore plus durant cette année 2024, tout en souhaitant à la Libye une stabilité, une paix à l'Afrique. Alors je vous remercie. Avec moi, c'était alors Zine Sharfawi au studio, Dr Ahmed Ben Saada à partir de Montréal, et je salue notre réalisateur Hafat qui fait un excellent travail. Je vous remercie. Au revoir et paix à l'Afrique. Au revoir. يا دنيا دوارة طبعك دور غدارة يا دنيا دوارة طبعك دور غدارة وشلون دنيتنا أعز الناس خانتنا وشلون دنيتنا وشلون دنيتنا أعز الناس خانتنا وشلون
يا ولو يا أسعد يا ولو. لليوم زعلان لليوم زعلان ولو مر عليها زمان مر عليها زمان ولو لليوم زعلان